Professeur Manfred Gerstenfeld, bonjour, Boker Tov. Bonjour, Monsieur Haïk. Merci d'être avec nous ce matin pour nous aider à mieux comprendre les résultats, même s'ils se sont pour l'instant encore des résultats partiels, des élections européennes qui se sont déroulées hier. La tendance, elle est claire, renforcement des partis nationalistes, on le voit même en particulier en France avec le mouvement, le Rassemblement national qui a remporté, on peut dire, les élections en France en devançant même le parti d'Emmanuel Macron. Comment interprétez-vous ces résultats? Quel est le message, on va dire, que les électeurs européens ont voulu faire passer avant tout? Je crois que le message, il y a un nombre de messages clés. Le premier est qu'il y a eu plus d'intérêt cette fois-ci pour les élections qu'autrefois. C'est pas sans intérêt parce que plus de gens ont compris ce qu'a certaine importance. Pourtant, le pourcentage reste très relativement, bas. Oui. Oui, reste relativement faible. Ça, c'est la première conclusion. La deuxième conclusion est que l'Europe n'existe pas comme idée politique parce que les résultats sont très, très différents dans les pays divers. C'est évident que la France, Marine Le Pen, 25% à peu près, c'est beaucoup. En Hollande, le pays de Wilders, probablement son parti ne passe même pas. Il y a un autre parti anti-islamiste qui aura 3 sièges. Mais aussi en Danemark, les populistes ne font pas grand-chose. En Finlande, ils ne font pas grand-chose. Donc, c'est très, très différent entre les pays parce que l'Europe politique est une Europe de nations et pas une Europe européenne. C'est la deuxième conclusion. La troisième conclusion, je dirais, est que les partis classiques, les partis populaires chrétiens et de l'autre côté les socialistes, sont en descente. Ce qui est très important, surtout parce que le pays dominateur de l'Europe, ce qui est l'Allemagne, ces deux partis qui sont dans le gouvernement, de nouveau, c'est très clair que la coalition chrétienne socialiste en Allemagne n'a plus une majorité. C'est le résultat net de la politique de Madame Merkel de l'immigration. Alors, qu'est-ce que l'on peut dire en-delà du fait qu'effectivement on comprend bien le fait que l'Europe politique n'existe pas, comment interpréter le fait que dans certains pays, eh bien, le nationalisme se renforce, dans d'autres il s'affaiblit? Quels sont les phénomènes qui provoquent ces mouvements ces changements, on va dire? Ça résulte de la réalité nationale. C'est ça. C'est national, non pas international. Et en plus, pour les populistes, ce sont des pays nationalistes. Alors, chez eux, l'Europe comme facteur commun joue le moins possible. Il faut comprendre qu'en effet, la lutte, par contre, les libéraux et les centristes, ça comprend Macron, ont vaincu. Et ces vainqueurs sont très pro-européens. Mais en réalité, il y a une lutte en Europe entre deux tendances. La tendance qui veut plus d'Europe et la tendance qui veut moins d'Europe. Il y a deux autres tendances, ceux qui veulent être une Europe fédérale et qui disent on a besoin d'une Europe fédérale parce que sinon l'euro ne peut pas fonctionner. Et il y a une autre tendance qu'il faut se défaire de l'Europe.
Mais ce sont des temps, en effet, après Brexit, évidemment, Brexit a été une faillite. Et ce n'était pas une faillite parce que l'idée n'est pas bonne. L'idée est très bonne. Mais les politiciens anglais étaient tellement incompétents que ça s'est démontré une faillite totale. Alors, lorsque vous dites que l'Europe politique n'existe pas, est-ce que finalement, eh bien, c'est une constatation à laquelle on est toujours parvenu, puisque même le Parlement européen n'a pas de prérogatives particulières, il n'est pas capable lui-même tout seul de décider sans la Commission européenne, etc. Est-ce que finalement, on n'a pas tout fait pour que l'Europe soit avant tout une Europe économique, mais pas vraiment une Europe politique? Non, il y avait le fameux ministre des Affaires étrangères de la Belgique, Gaston Eyskens, qui disait il y a 20 ans, oui. L'Europe est un géant économique. C'est un nain militaire et un ver politique. Et un quoi politique? Un ver politique, oui. Ouais. Non, oui. disons, le problème est réellement... vous ne pensez pas qu'il y avait une trop grande ambition, peut-être à partir du moment où l'on a fondé l'Europe, que l'Europe au début était effectivement une Europe économique, mais avoir voulu faire de cette Europe une Europe politique, eh bien, c'était une ambition un peu trop exagérée? C'était évidemment une... aussi, la situation a changé. Les gens ont vu qu'il y a à Bruxelles une bureaucratie bien payée qui n'est pas élue par personne. Et ces gens-là font des lois inutiles, en partie, je dis pas tout évidemment, lois inutiles qui sont imposées sur les pays, dont les pays n'ont pas besoin. Mais il y a aussi, il y a quand même ceux qui sont pour plus d'Europe et il y a ceux qui sont moins d'Europe. Aujourd'hui, ceux qui veulent une Europe fédérale et ceux qui veulent que l'Europe n'existera pas, ce sont deux tendances qui ne jouent pas. Alors, maintenant, on voudrait parler un peu de ce qui se passe dans les relations entre Israël et cette Europe, justement. Quel peut être l'impact de ces élections européennes sur l'État d'Israël, dans la mesure où, eh bien, on le voit, politiquement, l'Europe n'a jamais été favorable à l'État d'Israël, mais économiquement, eh bien, on peut dire que les relations sont très, très étroites. Oui, mais ils sont très étroites parce que les Européens exportent beaucoup plus en Israël qu'Israël exporte. Oui, c'est vrai. Oui, alors c'est logique qu'ils sont très étroites aussi sur la recherche. Israël est beaucoup plus innovateur que l'Europe, alors c'est bien d'avoir Israël. Non, mais ce que je veux dire, est-ce que par exemple, après des résultats comme cela, eh bien, les Israéliens peuvent dire aux Européens, écoutez, on coopère au niveau économique, mais ne nous donnez pas de leçons en matière politique ou diplomatique. Oui, même. mais ça disons, c'était toujours la faute des gouvernements israéliens qu'ils n'avaient pas une organisation contre la propagande anti-israélienne. Et c'est la faute de Netanyahou, très très clairement. C'est un homme qui ne veut pas ça, et ça vaut pas grand chose de dire ne nous donnez pas de leçons. Et il faut être beaucoup plus sophistiqué et il faut avoir une agence anti-propagande. Oui. Ça existe plus aujourd'hui qu'avant. Il y a le ministère des Affaires stratégiques qui lutte contre le BDS. Oui, mais écoutez, il faut quelque chose de beaucoup plus sophistiqué. Oui. Quand on nous attaque militairement, nous avons une armée très sophistiquée. Quand on nous attaque par l'intelligence, nous sommes capables de sortir des documents du centre de Téhéran. Quand on nous attaque par le cyber, nous avons une défense très bonne. Quand on nous attaque par la propagande, nous avons quelques employés d'un ministère.
Ça, c'est la plus grande faiblesse. Et on sera jamais dans une position forte dans ce domaine s'il n'y a pas une agence anti-propagande. Aujourd'hui, notre situation s'est améliorée, mais ce n'est pas grâce à notre mérite, c'est simplement grâce à Trump. Alors, une dernière question, professeur Gerstenfeld. Est-ce que les résultats de ces élections, ce renforcement, au moins dans certains pays, du nationalisme et du populisme, risquent d'inquiéter les communautés juives en Europe et qui risquent d'assister à un renforcement de l'antisémitisme? Comment, à votre avis, après de tels résultats, l'Europe peut-elle continuer ou essayer de lutter contre la résurgence de l'antisémitisme, qui est vraiment le phénomène majeur de ces dernières années en Europe? L'Europe ne lutte pas contre l'antisémitisme. Fait des déclarations. Ils ont nommé une dame qui n'est pas qui est formidable. Elle fait ce qu'elle peut. Et d'une certaine manière, qu'on peut dire que j'ai beaucoup d'estime pour lui. Mais elle n'a pas d'employé. Elle ne peut faire rien. L'Europe ne veut pas lutter contre l'antisémitisme. La seule chose avec laquelle elle veut lutter, avec des paroles. C'est une Europe. Il faut se rendre compte que l'antisémitisme est un élément intégral de la culture européenne. Ouais. Ce qui ne veut pas dire que tous les Européens sont antisémites. C'est tout autre chose. Et ça ne veut aussi pas dire qu'il y a des gens en Europe qui vraiment luttent contre l'antisémitisme. Mais comme culture, la culture européenne est anti-juive. Et donc là-dessus, il ne faut pas s'attendre à de véritables changements, vous pensez je ne crois pas. Au Parlement européen, il ne faut pas s'attendre à des initiatives pour lutter sérieusement contre ce fléau. Mais moi, d'abord, je ne crois pas. Les communautés juives sont très contre les partis populistes. Mais c'est seulement parce que la majorité dans le pays est contre les pays populistes. Franchement, si je vous dis quelque chose, si moi je devrais dire qui est plus mauvais pour les Juifs en Allemagne, la partie populiste ou la gauche, évidemment, la gauche. Mélenchon ou Le Pen, moi, si ça, c'est le choix. Le Pen est mieux. Eh bien, merci beaucoup, professeur Gerstenfeld, de nous avoir éclairé sur les résultats donc de ces élections au Parlement européen, même si on peut dire, il ne faut pas s'attendre à des changements dramatiques, n'est-ce pas? Non. Voilà. On l'a bien compris. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin sur Studio Kalita et bonne journée. Bonne journée, pareillement.